Dans cette capsule, je voulais vous présenter deux documents. Le premier, c'est le guide de rédaction d'un rapport d'expérience en laboratoire. Le guide de rédaction, je l'ai déposé sur Omnivox la semaine dernière, donc je vais en toucher un mot tout à l'heure. L'autre document, c'est l'exemple de rapport de laboratoire. Donc ça, je l'ai déposé cette semaine, donc sur Omnivox. Et c'est un exemple de rapport de laboratoire dont je vais vous parler tout à l'heure. Revenons au guide de rédaction d'un rapport d'expérience. Bon, ça commence avec quelques petites notions préliminaires assez faciles, donc les unités, ensuite les préfixes et les puissances de 10, donc c'est vraiment des petits rappels de notions de base. Ensuite, on parle de l'incertitude. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, avec l'analogie des cibles. Donc, on en a parlé la semaine dernière pour l'incertitude aléatoire, l'incertitude relative, les chiffres significatifs. Donc, vous pourrez référence ici. J'en avais pas parlé beaucoup des chiffres significatifs la semaine dernière. Ensuite, on a une section sur le calcul d'incertitude. Donc, ça, pour l'instant, on va le laisser de côté. On va le voir un petit peu plus tard. Je continue à descendre. Ensuite, je vais aborder cette section-là, 1.7, les incertitudes sur la pente et l'ordonnée à l'origine d'une droite dans le graphique. On explique ici comment Excel s'y prend pour calculer d'abord quelle est la pente et l'ordonnée à l'origine d'une droite, puis aussi pour calculer l'écart type sur la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, le texte est là, mais je vais faire référence à ce graphique-là. Imaginons qu'on a cette série de données-là. Évidemment, ici, on a juste 5 points dans notre série de données. Ce ne serait pas valable, ce n'est pas suffisant, 5 points, pour avoir quelque chose de fiable. Mais c'est juste pour alléger un petit peu le graphique. Imaginons qu'on a une vingtaine de points plus, mais on va focuser sur ces 5 points-là. Alors, comment Excel obtient la droite, ce qu'on appelle la meilleure droite du graphique? Eh bien, on pourrait dire de manière imagée que Excel fait une espèce d'essai-erreur, si vous voulez. Il essaye des droites avec des pentes et des ordonnées à l'origine différents. Et imaginons qu'on a cette droite-là, qu'on a essayée. On peut calculer ensuite la dispersion des points. Alors, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule la distance. Exemple, le point qui est ici en bas. Je vais calculer la distance verticale, donc la distance en Y, par rapport à ma droite. Donc, je prends cette distance-là, je la mets au carré. Pour le point suivant, je fais la même chose. Je prends la distance, je la mets au carré, je l'additionne à l'autre. Et je fais ça pour chaque point. Je mets la distance comme ça au carré, puis j'additionne tout ça. Ensuite, à la fin, je divise par le nombre de points, puis je prends la racine. Donc, ça me donne l'écart moyen à la droite, si vous voulez. Et là, je fais ça en essayant plusieurs droites avec des pentes et des ordonnées à l'origine différentes. Puis je vais retenir la droite qui a le plus petit écart moyen. C'est celle qui me donne, c'est celle qui est la plus proche de l'ensemble des points, dans le fond. Donc, c'est comme ça qu'Excel s'y prend. On appelle ça la méthode des moindres carrés. Donc, on essaie de minimiser la différence ou l'écart des points à la droite. Une fois qu'on a obtenu cette meilleure droite-là, donc meilleure pente, meilleure ordonnée à l'origine, eh bien, on prend ce nombre-là, qu'on appelle l'écart type, pour évaluer la dispersion des points. Vous comprenez que si tous les points sont parfaitement sur la droite, la dispersion va être nulle. Donc, à ce moment-là, l'écart type, ou l'écart à la droite, va être nul. Si les points sont très dispersés en moyenne, eh bien, l'écart type va être très élevé. Alors, il y a une fonction d'Excel. La fonction s'appelle droite-règle, comme ça. On peut l'utiliser. On va voir dans une vidéo comment on fait pour utiliser cette fonction-là. Alors, la fonction droite-règle nous donne, bon, la pente et l'ordonnée à l'origine, mais elle nous donne également l'écart type sur la pente et l'ordonnée à l'origine, qui est mesuré par la dispersion des points. Ensuite, l'écart type, comme on avait vu il y a 2 semaines, on peut la représenter comme ça sur un graphique qu'on appelle la courbe normale. On a ici, par exemple, la meilleure pente. Alors, la valeur x ici, ce serait la meilleure pente qu'Excel a trouvée. Puis ici, on aurait x moins 1 écart type, x moins 2 écart type, x plus 1 écart type, etc. Et on se rappelle que entre x moins 2 écart type et x plus 2 écart type, on trouve 95% des résultats. Dans le cas d'un graphique, ça voudrait dire qu'il y a 95% des points du graphique. Donc, si on a 20 points, par exemple, il y a 19 points qui vont se retrouver à l'intérieur de ça. Il y a donc un seul point sur 20 qui va être à l'extérieur.
Et c'est ça qu'on va prendre comme incertitude sur la pente. Donc, on va prendre deux écarts types, en sachant toujours que ça ne peut jamais être parfait. Même si on prenait trois écarts types, mais on aurait, je pense que trois écarts types, on a 99,5% des points, mais vous voyez, on ne peut jamais atteindre 100%. Donc, pour ne pas exagérer l'incertitude, on choisit arbitrairement deux écarts types, ça nous donne 95% des points. Donc, quand on va utiliser la fonction droite règle d'Excel, Excel va nous donner l'écart type et on va donc la multiplier par 2 pour obtenir l'incertitude. Et on va faire ça pour la pente et aussi pour leur donner à l'origine. Alors, on continue de parcourir le guide de rédaction d'un rapport de laboratoire. Donc, on a parlé beaucoup des incertitudes dans la première section. Dans la section 2, c'est la rédaction du rapport de laboratoire lui-même. Donc, on commence 2.1 avec l'introduction et 2.2 avec le cadre théorique et méthodologique. C'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je vais donner un exemple tantôt. L'introduction est un court paragraphe présentant le contexte, le but de l'expérience et une brève description de la méthode utilisée. Le contexte décrit une application, une situation et un exemple historique plus général dans lequel s'inscrit l'expérience. Donc, dans le fond, l'introduction, c'est un court paragraphe au début d'un rapport de laboratoire où est-ce qu'on dit, bon, c'est quoi le contexte de notre expérience, dans quel contexte ça se situe, quel est le but de notre expérience et une brève description de la méthode utilisée, ça veut dire comment on compte arriver à notre but, dans le fond. Mais on veut que ce soit court quand même, c'est juste un petit paragraphe. Je vais donner un exemple tantôt. Ensuite, on rédige le cadre théorique et méthodologique. Le cadre théorique et méthodologique, d'abord, ce n'est pas un protocole expérimental. Donc, ce n'est pas une liste d'épicerie ou une liste d'ingrédients comme si on faisait une recette. Donc, ce n'est pas un protocole étape par étape. Dans un cadre théorique et méthodologique, on décrit, on revient un peu sur ce qu'on a fait dans l'introduction. C'est-à-dire, on a notre but, on va décrire comment on va s'y prendre pour arriver à notre but. Donc, on va décrire d'abord la théorie pertinente. Donc, on va refaire un brin de théorie pour remettre en contexte en même temps. Il ne s'agit pas de refaire toute la théorie à partir de zéro, mais seulement énoncer la théorie qui est pertinente à notre expérience. Ensuite, on va décrire le montage. Donc ça, c'est ici. On décrit brièvement le montage en se référant à un schéma. Le schéma, ça pourrait être une photo aussi. Dans le cadre de notre cours, les rapports de laboratoire, ça va tout être remis en format PDF électronique. Donc, vous pouvez, quand vous faites une expérience au laboratoire, vous pourriez aussi prendre une photo du montage puis l'inclure dans votre rapport. Ensuite, on suggère une analyse mathématique ou graphique. Donc, on va mentionner ici qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats. Est-ce qu'on va faire un graphique? Si c'est le cas, à quoi on s'attend comme graphique? Une droite? Quelle va être la pente de la droite? Quelle va être l'ordonnée à l'origine? Donc, à quoi on s'attend exactement? Ici, on explique comment on obtient les valeurs de référence. Donc, en fait, on veut dire à la fin du laboratoire, on va obtenir des résultats. Comment on va juger de nos résultats? On va les comparer à une valeur de référence. On va comparer deux résultats entre eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour valider, en fait, notre expérience à la fin? Et on termine en présentant les limites du modèle théorique. Dans toute expérience, on veut vérifier une théorie, par exemple, mais la théorie en question a toujours des limites. Je prends le cas de l'expérience d'aujourd'hui. On a fait une chute libre. Dans une chute libre, on néglige toujours la résistance de l'air. Eh bien, on sait qu'en réalité, au laboratoire, il y a de l'air, donc il y aura certainement de la résistance de l'air. Alors, ça fait partie des limites théoriques. Donc, des choses qu'on a négligées, des choses dont on n'a pas tenu compte dans notre modèle, des approximations. Parfois, dans le modèle, on fait des approximations également pour simplifier les mathématiques. Donc, est-ce que ces simplifications-là ou ces approximations-là sont valables ou non dans le laboratoire? Pour vous aider dans la rédaction des rapports de laboratoire, en plus du guide de rédaction, j'ai déposé cette semaine sur Omnivox un exemple de rapport de laboratoire. Donc, c'est un exemple qui pourra vous guider. L'expérience qu'on a choisie, en fait, on l'a rédigé ensemble, les profs de physique, pour donner un exemple de ce à quoi on s'attend comme rapport de laboratoire. L'expérience qu'on a pris, c'est l'expérience de chute libre. Donc, c'est l'expérience de cette semaine, donc que vous connaissez. Ça commence par une page titre. Ensuite, vous avez l'introduction dont on parlait tout à l'heure, donc la mise en contexte, etc. Le cadre théorique et méthodologique.
avec un petit schéma du montage. Alors, vous pourrez lire, vous allez voir un bon exemple pour cette expérience-là. Donc, on fait la théorie, on dit ici comment on calcule la vitesse, quel type de graphique on s'attend à obtenir, que va représenter la pente du graphique, etc. Et puis ensuite, on termine par les limites du modèle. Donc, on se focus là-dessus un petit peu pour cette semaine, mais après, vous avez quand même la suite. Donc, vous avez le tableau des mesures et résultats. Donc, vitesse, le temps, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure avec la légende en dessous. Ensuite, l'analyse des incertitudes. Donc, on va en parler un petit peu plus tard pour ça, mais pour celui-là, on en a déjà parlé aujourd'hui. Donc, l'analyse des incertitudes. Ensuite, vous avez le graphique avec les barres d'incertitude, l'équation, etc. Et puis, enfin, les calculs, donc quelques exemples de calculs, et la discussion à la fin. Donc, cette semaine, ce que je voudrais que vous fassiez, ce serait lire l'introduction et le cadre théorique et méthodologique appliqué pour l'expérience de cette semaine. Dans quelques semaines, vous allez avoir votre premier rapport de laboratoire à remettre. Donc, vous allez avoir un cadre théorique et méthodologique à rédiger. Vous pourrez vous en inspirer.